Dans les échappées virtuelles de Mexico. Bonjour Anilo, comment est-ce que tu vas? Ça va bien, Augustin? Bonjour, bonjour, enchanté d'être ici. Bonjour à tout le monde en France. Gros bisous. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous entendez bien Anilo? Et est-ce que vous m'entendez bien moi? Ça a l'air très bien, parfait. Bon, bah super. Bon, bah en tout cas, comme vous le voyez, voilà, Ah, Alexiane n'est Belgique, pas là. la Ouais, Belgique. il y a la Belgique. Bon, super. Alexa Yes. n'est pas là aujourd'hui, mais c'est moi qui ai le plaisir de faire cette visite guidée avec Anelou. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas encore, je vois qu'on a quand même pas mal d'habitués, donc que je voulais remercier d'ailleurs voilà, pour nous suivre et pour être toujours présents à nos visites virtuelles, à nos échappées virtuelles. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, vous avez un petit chat sur le côté. Donc voilà, je vois que vous y êtes déjà habitués. Donc si vous avez un problème, n'hésitez pas voilà, à parler sur le chat. Si vous avez aussi des questions, on pourra y répondre. Sachez qu'on nous prendra un temps à la fin de la visite voilà, pour échanger avec Anilo pour toutes vos questions. Mais si vous avez quelques questions entre-temps, n'hésitez pas. Voilà, on va vous passer des très belles images, des vidéos aussi. On fera des petites enquêtes. Donc voilà, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet vaste mais passionnant qui est l'artisanat mexicain. C'est ça, Nilo? Exactement, tu l'as bien dit, Augustin. L'artisanat mexicain qui est un sujet aussi vaste que la gastronomie, la musique, que le pays lui-même, tu vois, le Mexique. On ne pourra pas, bien sûr, parler de tout. Il va falloir se concentrer un tout petit peu à quelques spécialités les plus connues. Mais, Alors, ouais, on a dû mais faire des choix, hein. On a dû choisir quelques on a dû régions, faire des choix. C'est pour vous mais mettre l'eau à la bouche seulement. voilà, pour avoir un petit aperçu de ce beau pays qu'est le Mexique. Alors, C'est ça. dis-nous toi, Nilo, je pense qu'on va pouvoir commencer la visite. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes, donc on va pouvoir commencer tranquillement la Très visite. bien, mon cher Augustin. Écoutez, bon, j'aimerais commencer surtout avec la suivante réflexion, quand c'est marqué art ou artisanat. D'après les définitions classiques de qu'est-ce que c'est l'art et qu'est-ce que c'est l'artisanat, il y a une ligne très marquée. Normalement, quand nous, on est en train d'observer de l'art ou on veut acquérir, acheter une pièce d'art, ben bien sûr qu'on va lui donner la valeur juste selon l'artiste, selon nos goûts, selon la mode, etc., etc. Et l'artisanat, ma question c'est, qui a dit? Quelle est la différence? Qui a dit, qui a marqué la ligne? Qui a dit que parce que l'œuvre, la pièce que vous êtes en train de voir a été faite par un auteur anonyme qui va pas signer l'œuvre, que ça a été fait dans un atelier, par un ensemble de personnes qui travaillent dans une pièce, ou que ça a été fait avec une base de dessin traditionnel qui viennent quelquefois depuis la période précolombienne. Qui a dit que ça, ce n'est pas une œuvre d'art? Ou pourquoi alors on est obligé de payer, on voudrait payer beaucoup moins cher une chose faite par l'artisanat qu'une pièce d'art? Voyez-vous, la différence est très subtile, difficile à vraiment marquer. Là, c'est presque une La, question un peu philosophique, en fait, la différence entre et la limite entre l'art et l'artisanat. et Donc, l'artisanat. C'est je un sais pas peu, si on oui, a la prétention de pouvoir répondre à cette question pendant notre présentation, mais en tout cas, on absolument va pas. essayer et on va vous donner Je mets seulement la ligne, je mets seulement le point sur le i parce que la caractéristique de l'artisanat au Mexique est très délimitée. C'est-à-dire, c'est la plupart des artisans qui offrent ces pièces merveilleuses un peu partout dans les marchés, dans les rues, etc. Ce sont la population indigène mexicaine. C'est eux qui vivent. Il y en a des villages entiers qui vivent 100% de l'artisanat qu'ils fabriquent. Et
Malheureusement, on a une idée comme ça, comme c'est un Indien, c'est un indigène, ben, pourquoi on va lui payer cher les pièces et les objets qu'il fabrique? On ne regarde pas le temps, la qualité. On voit seulement que c'est une pièce offerte par les artisans indiens. Tu vois? Ouais. Bueno, la chose aussi, c'est que bueno, le Mexique est un pays très vaste. On en a déjà parlé un tout petit peu quand on a parlé de la gastronomie. La biodiversité est immense. On est le 5e pays le plus vaste au monde. Et quand on voit, par exemple, dans une petite carte, la variété, l'immense variété de biodiversité, ben, ça donne comme conclusion ben, une immense diversité de techniques et de moyens pour faire les choses que les artisans vont faire. C'est ça. Et du coup, on va le voir, déjà, on va le voir avec la carte aussi. On va voyager dans différentes régions. Mais pour commencer, on a une petite question. Donc, ça, oui. c'est pour savoir, pour vous, donc, quel type d'artisanat mexicain connaissez-vous? Donc, il y en a plusieurs. Hein, comme le disait Anilou, c'est un pays tellement vaste que voilà. Mais donc, alors, est-ce que vous connaissez les alebrijes, les sombreros, les rebosos, Arbol de Vida ou les huicholes? Et ensuite, deuxième petite question, parmi ces différents types d'artisanat mexicain, lequel fait partie du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO? Alors, est-ce que ce sont les sombreros Jipajapa du Yucatan? Est-ce que ce sont les paniers de Tarahumaras, la Talavera de Puebla ou la poterie noire de Coyotepec? Les noms sont compliqués à nous, là. Hein. Oui, j'aime bien comme tu dis hippie japa. Oui, j'ai un peu de mal de dire celui-là. Je sais, la J est toujours un problème pour vous. La J et la R surtout, mais bon. Même au bout de 3 ans au Mexique, j'y arrive toujours pas, mais bon. Je m'améliore. Ouais. Donc là, il y a pas mal de gens qui sont en train de voter. On va attendre encore un petit peu que tout le monde puisse voter. Et la première question, il faut le dire, on vous l'a posée seulement pour avoir une idée de jusqu'à combien d'œuvres. Vous pouvez mettre plusieurs réponses. Combien vous connaissez l'artisanat qu'on offre ici au Mexique quand vous viendrez, quand vous venez ou quand vous êtes venu, toute la variété. Bueno, c'est une partie, un exemple seulement de la grande variété qu'il y a d'artisanat. Voilà, c'est ça. C'est pour tester un peu, pour voir si vous connaissez, si vous connaissez un petit peu. Alors, je pense que la plupart des personnes ont voté. On est à 85% de vote. Donc, je vais faire la fin du vote et tu vas nous commenter les résultats, Anilou. Alors, j'ai l'impression que les gens connaissent pas mal quand même, non? Si, super, super. Écoutez, voilà, les alebrijes, on va en parler. Les sombreros, bon, on a mis cette réponse de sombreros parce que depuis plus de 30 ans que je guide sur le Mexique, je sais que les Français, en tout cas dans les années 80, la seule chose qu'ils voulaient ramener en France, c'était un sombrero mexicain, tu vois. Des sombreros avec plein de paillettes. Les rebosos, ils ne connaissent pas les rebosos. Ouais, ça va être intéressant. Ne vous inquiétez pas, ça va être intéressant. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Et les arbres de la vie et l'art de huicholes, vous connaissez aussi. C'est très bien. Par contre, vous voyez, ceux qui ont voté la majorité des sombreros, on va parler d'autres types de sombreros qui n'est pas exactement celui dont vous pensez. Vous allez voir. Et puis, oui. Et la deuxième réponse, écoutez, c'est une grande surprise que nous avons eue, aussi grâce à l'UNESCO. La Talavera de Puebla, en réalité, c'est l'artisanat mexicain qui a reçu à peine en décembre 2019 la nomination de trésor immatériel de l'humanité. Mais c'est la première fois aussi que UNESCO donne une nomination comme ça à 2 nations. Parce que voyez-vous, la Talavera de Puebla, c'est une céramique vitrée
avec une technique que les Espagnols nous ont appris, d'un endroit qui s'appelle en Espagne Talavera de la Reina. Et alors, Puebla et Talavera de la Reina en Espagne, tous les deux, ils ont reçu la nomination de patrimoine immatériel. C'est quelque chose de très intéressant, relationné à notre histoire, relationné à nos us et coutumes, à notre culture, mais qu'on partage avec l'Espagne. Et du coup, en Espagne, ils l'ont reçu en décembre 2019 aussi, cette qualification. Ils l'ont reçu en même temps. D'accord. Donc, il y a vraiment, il y a 5 mois, quoi. C'est tout neuf. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir, oui. Ok. Qui est très intéressant. Bon, alors du coup, on va passer à la présentation. Donc, on va avoir vraiment 2 parties dans cette présentation. C'est ça, Nello? On va avoir l'artisanat dans un prisme un peu utilitaire, en fait. Et après, on va voir l'artisanat au service de la religion et de la spiritualité. De la spiritualité, alors, exactement. Ok, donc du coup, tu vas nous emmener où pour commencer dans quelle région du Mexique on va aller? D'abord, on va aller au nord. Laissez-moi vous expliquer. Dans l'artisanat, en tant qu'un outil qui est fonctionnel, qui est créé par nécessité d'une société, on a une énorme variété de techniques. Alors, c'est difficile à choisir laquelle est la plus importante ou laquelle va être plus commune. Mais en ce moment, regardez, j'ai mis mon pointeur, ma petite flèche. Ici, c'est l'État de Chihuahua. Donc, tout en haut, donc vraiment l'État frontalier avec les États-Unis. Oui, les frontières avec le Texas, Chihuahua est très, très grand. Je crois qu'un des États, des 32 États du Mexique, un des États les plus grands. Et dans la Sierra de Chihuahua, dans les montagnes de Chihuahua, il se trouve un peuple qui aujourd'hui est beaucoup plus limité que les autres. Voilà, c'est les Tarahumaras ou Raramuri. Tarahumara, c'est la manière comme nous, les Mexicains, les Espagnols l'appellent, mais eux, entre eux, ils s'appellent Raramuris. D'accord, en fait, c'est le même peuple, mais il y a 2 noms différents. Oui, ça arrive un peu avec tous les peuples indigènes. C'est compliqué. Je dis toujours que c'est dû à l'oreille des Espagnols qui étaient un peu sourds et ils leur ont donné des noms. Ils leur ont donné des noms du premier mot qu'ils ont compris. Et en fait, ça devait vouloir dire autre chose totalement différente. Mais voilà les Tarahumaras. Là, ce sont les femmes Tarahumaras que vous voyez. Elles habitent dans une région extraordinaire, c'est les canyons du cuivre qu'on appelle en espagnol las barrancas del cobre. C'est des gorges très profondes et très, 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 très belles, spectaculaires. Regardez les paysages là derrière. La vannerie, c'est un des artisanats très communs qu'on fait partout dans la République mexicaine et partout dans le monde. La vannerie, c'est broder, c'est créer des pièces à partir de la paille et de différents matériaux. Ici, les filles Tarahumara, puisque on a une petite promenade touristique dans les canyons de Cobre, avec un petit train, les touristes y vont et elles profitent à pouvoir gagner quelques sous de plus en offrant leur matériel. Mais pour dire la vérité... Une petite question, du coup, del cobre, c'est le cuivre, c'est ça? C'est oui, voilà, les gorges de cuivre ou las barrancas del cobre. C'est, tu sais, des barrancas beaucoup plus profondes, bueno, beaucoup plus profondes, un peu plus profondes que les fameux canyons de Colorado. Ce n'est pas le même fleuve qui suit les gorges, mais parce que d'un côté, c'est le fleuve Colorado avec 1,5 km de profondeur. Wow. Mais ici, dans l'état de Chihuahua, issus du même accident tectonique, géographique, dessert géologique de notre Terre, on a ces gorges très profondes qui sont plus profondes que le canyon de Colorado, 1,8 kilomètres de profondeur. Et le peuple Tarahumara, ils habitent dans les falaises et ils habitent en petites communautés et pour se communiquer les unes aux autres, tu vois, ils doivent courir parce qu'il n'y a pas de chemin, tu t'imagines, c'est très accidenté et donc
déjà, ils sont très résistants, ils ont une capacité physique extraordinaire. Et quand c'est la saison touristique que les trams fonctionnent, ben, ils viennent toutes dans les stations là où le train s'arrête pour nous offrir leurs marchandises. Et je pense que tu parlais de conditions physiques. Et il y a justement une question. On nous dit c'est dans cette région qu'il y a une fille qui court des marathons pieds nus. C'est ça ou pas? Exact. C'est ça. Exact, bravo. Oh, ça me fait plaisir que vous ayez entendu parler de cette jeune fille. Elle a fait plusieurs marathons, elle en gagne des marathons. Et elle est toujours habillée comme vous les voyez là, et pieds nus. Parce que, oui, c'est assez extraordinaire. Et voilà, j'ai choisi donc de vous montrer les tarahumaras parce que la qualité de des paniers qu'elles font est, je crois, une des meilleures de toute la République mexicaine. Évidemment, c'est pas toujours facile à les trouver ici dans les vallées ou à la ville de Mexico. Il faut beaucoup, surtout aller là-bas à Chihuahua pour les trouver. Et donc, c'est vraiment typique de cette région. Et ça sert à quoi, ça? Au Mexique, on utilise beaucoup ces paniers de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Bueno, surtout pas, oui, parce que tu vois, si tu vois bien, la majorité ont une forme ronde. Ouais. Ce sont des tortilleros. Tu sais, on a parlé à la gastronomie. Oui, pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Les galettes de maïs rondes, plates, ben, c'est des tortillas et c'est notre pain à nous. Et bien sûr, quand on les chauffe, il faut les maintenir chauds au moment de manger. Et généralement, tous ces petits paniers, ça les maintient chauds et très jolis à présenter à notre table. Mais ces paniers peuvent s'utiliser pour tout, hein, pour, je veux dire, autant de choses pour mettre du pain, pour mettre des bijoux, bueno, etc., etc. Non? Ok. Bon, bah, donc on était dans la région du nord du Mexique. Maintenant, tu vas nous amener où, Anelou? Alors, on va aller à l'autre extrême de notre pays, ici à la péninsule de Yucatan, où les peuples mayas, aussi, grâce à leur écosystème, ils utilisent une feuille de palmier pour faire des chapeaux. Ça, c'est les chapeaux des Jipijapa. Ah. Et voilà, vous en avez là. C'est une qualité de paille extraordinaire. Elle est souple. D'ailleurs, vous reconnaîtrez mieux si je vous dis de Panama. Hein? Ah, bah mais oui. Ce n'est pas la paille Panama. C'est des chapeaux qui ont la même caractéristique que les chapeaux Panama. C'est-à-dire, vous pouvez les enrouler, les mettre dans la valise et vous les ramenez ici, chez vous, et le chapeau ne se défait pas. C'est vraiment aussi. Il a vraiment la même forme. Je peux le mettre en boule dans ma valise et je reviens en France et il a la même forme. Il ne perdra pas sa forme. C'est incroyable. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite vidéo pour un peu comprendre comment ils font et puis après on va en parler un peu plus de cette vidéo. Ah ben s'il te plaît, mon cher Augustin, parce que c'est justement les plus beaux ces vidéos-là. C'est parti. Con la ayuda de la CDI, en la comunidad de Santa Cruz ex Hacienda Calquiní, han aprovechado los recursos que la naturaleza les ofrece para generar empleos y una mejor calidad de vida para sus familias. De la planta de Jipijapa se desprende la materia prima para crear los tradicionales sombreros característicos de la zona. Las manos expertas de las artesanas tejen la fibra para darle forma al mejor accesorio para el sol.
consiéntete con un hermoso sombrero de jipijapa. La CDI entiende y atiende para servir a los pueblos. Bon, alors, Anilou, les images, C'est joli, hein. c'est magnifique, hein, les images parlent d'elles-mêmes, Par elles-mêmes. mais les gens, je ne sais pas si tout le monde parle espagnol. Donc, du coup, explique-nous un peu. Je vais vous expliquer, oui. Premièrement, on vient de voir les femmes mayas. C'est des mayas péninsulaires qui habitent toute la péninsule de Yucatan. C'est pour ça qu'on les appelle mayas péninsulaires. D'ailleurs, et vous avez vu comment c'est joli, les jolis costumes qu'elles portent avec ces robes très amples et des fleurs brodées tout autour. Ça, c'est une coquetterie qu'elles vont jamais perdre et c'est extraordinaire. Alors, ils ont découvert, tu vois, que si elles brodent les chapeaux dans une grotte, ben la paille, je ne sais pas, doit acquérir une certaine humidité, une certaine flexibilité, ce qui donne la caractéristique de chapeau hippie-hapa. Quand vous les avez vus broder, en fait, vous les avez vus à l'intérieur d'une grotte. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce village de Bécal, là où ils font les chapeaux, ben, presque tous les patios des maisons, ils ont une grotte, parce qu'ils ont creusé même la grotte pour broder tout ça sous la terre, avec l'humidité et la chaleur nécessaire. Une fois que le chapeau est brodé, ils l'amènent en superficie. Et généralement, tout le monde a une moule qui est très, très chaude. Ils mettent à chauffer. Voilà, vous le voyez là. Exactement. Et c'est comme une presse. Ils vont presser le chapeau et c'est ça qui va lui donner la forme définitive. D'accord, donc ça répond à la question d'Hélène qui disait comment on creuse les cavités sur les côtés et au-dessus du chapeau. Donc, c'est avec ce moule, en fait. Exactement. Bueno, d'abord, c'est la manière comme ils vont, tu sais, Hélène, comme ils vont broder. Ils ont déjà les modèles qu'ils veulent faire et des fois, ils le font ajurer, des fois, ils le font bien serré. Et donc, la forme est donnée à la main avec des moules en bois. Mais par la suite, pour vraiment que ces chapeaux gardent définitivement la forme qu'ils veulent donner, ben c'est avec ces pressoirs-là. D'accord. Et Maëlys, elle nous demandait combien de temps à peu près on met à fabriquer un chapeau. Parce qu'il y a quand même du travail, il y a le tissage. Il y a du travail. Bueno, comme là, dans la vidéo, ben, on a vu plusieurs femmes en train de broder. Généralement, c'est par famille. Un chapeau doit leur prendre environ 3 jours, tu vois, à broder. Parce que bon, elles ont d'autres choses à faire, les femmes mayas aussi. Bah oui. Et laissez-moi vous dire, les hommes mayas aussi brodent. Ici, ils ont montré dans la vidéo seulement des femmes en train de faire les chapeaux, mais il ne faut pas croire, hein, les hommes aussi le font. D'accord, ok. Oui, le partage des tâches. Eh ben oui. Okay, nous sommes une société plutôt machiste, mais nous sommes une société plutôt macho, mais ça change, hein, ça change. Heureusement, les Mexiques changent. Ouais, bon, on évolue. Okay. Donc, on parlait, tu vois, de la vannerie. Il y a avec ça plein d'exemples d'autres choses. On fait même des boucles d'oreilles, des bijoux en paille, ce qui est très mignon. Mais une autre technique dont je voulais vous parler, c'est la technique de la céramique, tu vois. Et évidemment, parce que la céramique, c'est quelque chose que l'être humain a inventé depuis l'aube de la société, au début de leur union en tant que groupe humain. Ici, nous avons un exemple, c'est simplement pour vous indiquer l'antiquité de cette technique. Nous voyons un très beau vase de la civilisation de Teotihuacan, à peu près de l'année 200 après de notre ère. Donc, juste pour ceux qui ne sont jamais allés au Mexique, Teotihuacan, c'est une cité qui était à côté de Mexico City, c'est ça? Qui a été fondée… À 48 kilomètres. Voilà, c'est ça. Fondée dans l'année 200 avant Jésus-Christ. D'accord, ok. Juste pour citer un petit peu.
Voilà, c'est une grande civilisation très importante au Mexique, précolombienne bien sûr. Et un des exemples des œuvres qu'on voit, c'est cette vase de 3 pattes qui est superbe. Regardez la couleur, regardez. Là, ils ont une technique de double brûlage et c'est pour ça que la couleur se maintient. Non, après toutes ces années, presque Alors, double 1820. brûlage, pourquoi double brûlage du coup? Ben, si tu veux, pourquoi on ne rentre pas dans le sujet de la technique de céramique et comme ça, je vous expliquerai, on verra. La céramique, tu sais, ben, ce sont des objets faits à partir de l'argile, de la terre. D'abord, j'aimerais vous amener dans le sud du pays. Voilà, Alors, on est là. Alors, je vous montre, vous voyez ma petite flèche? moi, je la Là, vois en tout c'est cas. Oaxaca. Là, c'est l'état de Oaxaca est très riche en artisanat. On va parler souvent de Oaxaca. Et on arrive à voir un petit pot, une Mais le espèce de petit pot vase noir là. noir. Celui que je suis en train de pointer. Bueno. Justement, quand on parle de brûler, mon cher Augustin, c'est parce que on doit d'abord faire, soit à la main, comme on faisait dans le temps, ou avec des tourneaux, je crois qu'on le dit, on l'appelle. Et ça, voilà, ici on a une belle image d'une femme zapoteca, les zapotecas, c'est l'ethnie qui habite à l'état de Oaxaca. D'accord. Et elle s'appelle Doña Rosa. Rosa, c'est une des premières femmes qui, dans le village de San Bartolo, Coyotepec, a commencé à faire une céramique qui va caractériser l'état de Oaxaca, la céramique noire. Et comme vous le voyez là, généralement, elle faisait les objets à la main. Aujourd'hui, bien sûr, ça s'est modernisé. Vous voyez qu'elle est belle, Doña Rosa, non? Elle a travaillé jusqu'à ce qu'elle est morte. Elle n'a jamais arrêté de travailler. Et donc, elle prépare la pièce. On va la brûler une fois, c'est-à-dire la mettre au feu. Et puis par la suite, ici, c'est déjà une technique plus moderne avec la tournée. Je ne sais pas si on appelle la tournée. Et ça peut être une tournée à pédale ou une tournée manuelle qu'on fait tourner comme ça avec la main. Et en tout cas, la pièce sort. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de céramique en France et que vous savez ce que c'est la sensation d'avoir la terre et lui donner une forme. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire comme sensation. Ici, la caractéristique, c'est que l'argile est noire. C'est la terre qu'ils peuvent obtenir, tu vois, de leur territoire et la couleur est très, très foncée. Alors, ils la brûlent dans le four une fois et après, ils vont polir pour que ça donne une terminaison, tu sais, brillante, comme si c'était verni. D'accord. Okay. C'est véritablement joli. Et pourquoi il la brûle une deuxième fois, par exemple, dans l'exemple du vase de Teotihuacan? Dans l'exemple du vase de Teotihuacan, merci de me faire cette question, Augustin, c'est parce que, j'allais oublier, quand on va peindre, donner des couleurs à la céramique, généralement, on applique la couleur, que ce sont des couleurs minéraux, issus des minéraux, tu comprends? D'accord. Comme l'oxyde de fer, l'oxyde de pergamato. On va les mettre encore une deuxième fois au four pour que la couleur soit fixée et ne s'évanouisse jamais. D'accord. Mais du coup, dans le cas de la poterie noire, il y a pas ils mettent pas de couleur en fait. C'est vraiment la couleur naturelle. Donc ça, c'est le résultat qu'on peut voir. C'est la couleur naturelle. C'est impressionnant, c'est magnifique. Dans l'évolution rappelez-vous, la céramique est quelque chose d'utilitaire, mais évidemment avec le tourisme, Oaxaca est un pays qui vit aujourd'hui beaucoup de tourisme. Je crois qu'en ce moment, ils doivent être en train de souffrir pas mal. Ouais, malheureusement. Ouais. Mais donc, c'est pour ça que petit à petit, leurs outils de travail ou de nécessité, comme de grandes vases pour porter l'eau, vont se transformer en décoration. On a de très jolis vases. Mais laisse-moi te dire, Augustin, il y a aussi quelquefois, ça commence à changer. Il y en a déjà qui se mettent à peindre cette céramique noire pour donner un petit peu plus de couleur. Mais il faut dire, le plus typique de San Bartolo Coyotepec, dans l'état de Oaxaca, c'est cette superbe céramique noire. Ouais, c'est magnifique, c'est incroyable. La couleur, c'est vraiment magnifique.
Oui, c'est une couleur naturelle, une couleur naturelle. Alors, évidemment, on voit la main de l'indigène, c'est quelque chose de très, qu'est-ce qu'on pourrait dire, sans le dire péjorativement, rustique. Mais dans cette manière de faire, ils arrivent à créer des pièces véritablement extraordinaires. Oui, parce qu'on dit que, voilà, ils travaillent vraiment, ils donnent un peu leur âme et de leur personnalité à l'objet. Et c'est ça qui est incroyable aussi dans l'artisanat. Et c'est ça qui fait que l'artisanat est quelque chose de spécial quand même, parce que chaque pièce est unique et la personne qui l'a fait lui donne un peu de son âme. Donc, c'est vrai que c'est bon. Je t'embrasse virtuellement, Maurice. Mais de loin, de loin, nous. On s'embrasse de loin. Oui, voilà, c'est pour ça. Virtuellement, parce que tu as tout compris. Maintenant, regarde, comme contraste de cette céramique faite avec des mains indigènes, j'aimerais t'amener maintenant à l'état de Puebla. Alors, c'est où Puebla? Par ici. Alors, Puebla, regarde, je prends ici, ça c'est le volcan. Puebla est dans l'est du Mexique. Okay. Voyez là à peu près où mon curseur vous pointe. C'est une ville. C'est un État et la capitale, c'est la ville de Puebla, une ville très créole, très bourgeoise, super belle, coloniale, mais elle a été fondée par des Espagnols. Puebla, dans la période coloniale, a eu l'avantage de se trouver exactement au milieu entre l'océan Pacifique et le golfe du Mexique. À l'époque coloniale, il ne faut pas oublier que l'Espagne n'a pas seulement conquis l'Amérique, mais ils sont arrivés beaucoup plus loin, ils ont traversé le Pacifique, ils ont conquis une partie du Japon, les Philippines, et c'était l'objectif initial de Christophe Colomb, non, de trouver une nouvelle route pour les épices. Et puis finalement, les Espagnols ont réussi. À l'époque de Philippe II, le petit-fils de Charles Quint, c'est lui qui a dit, sous mon empire, le soleil ne se couche jamais. Et alors, les commerces entre l'Asie et l'Espagne, l'Europe, en réalité, se faisait à ce moment-là, c'était un long chemin, ça venait des Philippines, de Manille, et puis ça arrivait jusqu'ici, à Acapulco, là où vous voyez qu'il y a les bateaux là, et puis ça traversait voie terrestre le territoire mexicain, de la Nouvelle-Espagne, ça s'appelait comme ça à l'époque, et de Veracruz, ça partait encore jusqu'à, comment ça s'appelle, jusqu'à Séville, en Europe. D'accord, donc Puebla, c'était vraiment à mi-chemin, en fait, entre les deux ports. Puebla était à mi-chemin. D'accord, ok. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, à un moment donné, les poblanos, on les appelle chinos, chinitos ou chinas. Tu vois? D'ailleurs, le costume typique de Puebla, on l'appelle la robe de la China poblana. Parce que dans ces chemins-là, nous, on est si ignorants qu'on ne peut faire pas la différence entre un Philippinien ou un Taïwanais. On dit tout le monde est chinois. On les appelle chinos à tous. Les Japonais, tu vois? Et donc, il y a eu beaucoup de ces personnages qui sont restés dans la ville de Puebla en apportant les techniques. Il faut dire une chose, la céramique vitrée, c'est une porcelaine, c'est une technique inventée depuis des millénaires en Chine. Ok. C'est pas en vain que les Anglais, comment ils s'appellent la porcelaine, les vaisselles? Ils disent China, isn't it? Ok. Tu vois? Et c'est parce que c'est une technique chinoise qui est arrivée par différents moyens en Europe. Les Espagnols, à Talavera de la Reina, ils ont commencé à créer cette espèce de céramique vitrée avec des couleurs très marquées bleu et blanc. Tu vois, regarde, quelque peu d'autres couleurs comme vert, bleu ou jaune. C'est une céramique, donc c'est une technique qui nous est arrivée depuis l'Espagne, mais tu vois le chemin depuis la Chine, en Europe, en Asie de l'Est, en Moyen-Orient, et puis hop en Europe, et de l'Europe, de retour ici au Mexique. D'accord, donc c'est vraiment un mix de différentes civilisations, et du coup, c'est ce qui fait partie du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO depuis décembre, c'est ça? Exactement. Cette technique, parce qu'il y a une caractéristique, mon chéri. Il y a beaucoup d'endroits où on fait la vaisselle, la céramique vitrée, mais elle est faite beaucoup plus en usine, alors qu'à Puebla,
ça se fait manuel. Bah oui, comme on peut le Un voir là. véritable, comment tu vois cette image extraordinaire, une véritable talavera de Puebla est tout à fait 100% artisanale. Depuis, comme on a vu la manière de créer la pièce, jusqu'à la peinture. Et par exemple ici, on les brûle 2 fois. Tu as compris? Parce que on va faire d'abord la pièce, on va cuire la pièce et puis après on va appliquer La les couleur. couleurs qui se sont. Et la deuxième fois qu'on met au four, ça donne ça. C'est extraordinaire et véritablement, nous sommes très fiers, mais je crois que vous pouvez voir la différence entre les 2 exemples que je vous ai montrés aujourd'hui. Une céramique faite de main 100% indigène avec une technique beaucoup plus rustique, alors qu'ici, nous sommes déjà à un niveau, c'est 100% artisanal, mais avec des techniques plus européennes, si vous voulez. On en a des vaisselles entières de Talavera, de Puebla, et bueno, la vérité, c'est que c'est très, très joli à avoir, n'est-ce Ouais, pas? c'est magnifique en tout cas. Ouais. Et du coup, pour rester Exactement. on reste encore un petit peu dans la céramique, Dans mais la céramique, on en parlerait. Et il faut dire une chose, dans toutes les régions du Mexique, on a différents types de création de céramique. Mais je vous ramène à nouveau au nord, si vous d'accord. voulez. Dans l'état de Chihuahua, à nouveau, il y a eu, à l'époque précolombienne, une culture dans une zone au nord de la Mésoamérique, on appelle Aridoamérica. Cette culture, on appelle la culture de casas grandes. Alors, après, dans les temps modernes, il y a eu un paysan qui habitait dans un village qui s'appelle Mata Ortiz. Ce monsieur s'appelait Quesada, et monsieur Quesada, qui se promenait toujours dans les territoires, dans ces terrains, il allait vendre ses produits agricoles et il revenait chez lui. Et à chaque fois qu'il passait dans la zone qui aujourd'hui est classée zone archéologique, ben, il ramassait des petits morceaux de céramique, voyez-vous, cassés. C'était des céramiques, de la céramique précolombienne qui était là à fleur de terre. Donc, il les ramassait et ça l'a beaucoup intéressé, les petits motifs qu'il trouvait dans tous ces morceaux de céramique cassés. Alors, dans les années 70, il essaye, lui, parce que bien sûr qu'ils savent comment faire un pot de terre, hein, cuite. Et il a essayé donc d'imiter, de copier les mêmes symboles précolombiens de la culture de Casas Grandes. Et finalement, ça a bien marché. Il a commencé à vendre un peu sa poterie. Ensuite, il y a eu un Américain qui a trouvé une de ses pièces dans un bazar d'Arizona et il s'est mis à la recherche de l'artisan qui a fait ça. Et quand il est arrivé, quand finalement il a trouvé Monsieur Quesadas, Juan Quesadas, à Mata Ortiz, il lui a proposé donc de faire beaucoup plus pour que lui il puisse distribuer, même dans les galeries d'art, parce que tellement, oui, tellement la technique et la beauté de ses créations sont presque identiques à celles de la période précolombienne, qu'il a eu un succès énorme. À te dire qu'aujourd'hui, la céramique de Casas Grandes, la céramique de Mata Ortiz, ce que vous voyez à votre image, ben, c'est la plus chère qu'on puisse acquérir ici au Mexique, avec sa juste valeur. Et du coup, on les trouve dans des galeries d'art. Donc là, on répond aussi un petit peu à notre problématique. Voilà la limite entre art et artisanat. Donc, je pense que Mata Ortiz, tu vois, il y a une anecdote, je pense que Mata Ortiz et la céramique de Mata Ortiz est la seule qu'au Mexique peut vraiment valorer vraiment comme une pièce d'art. L'anecdote, c'est très rigolote, parce que quand l'Américain est arrivé, il dit, mais dis donc, à combien vous vendez votre pièce là? Ben, Monsieur Quesada a dû lui dire, ah, ben, 400, tu vois. Mais lui, il devait parler de 400 pesos, alors que l'Américain lui a payé $400. Il lui a fait sa journée au moins, parce que ouais, 400 dollars, c'est quand même. Enfin ouais, voilà, non, un dollar, on est à 23 pesos à peu près. Donc, ouais, non, mais il ne faut pas surtout penser à notre économie aujourd'hui. À l'époque, les dollars étaient à 12 pesos, c'était une époque plus stable, mais n'empêche que ce n'est pas
quand même. Mais c'est très bien, tu vois, très bien. C'est encore un de mes rêves, c'est d'avoir une petite pièce comme ça pour ma collection. Ça me fait un peu penser à la Grèce antique, non? On dirait un petit peu les vases de la Grèce antique, non? Mais tu as tout à fait raison, mais tu sais, il n'y a pas que les Grecs sont venus ici à Casas Grandes leur apprendre à faire des céramiques, ni l'inverse. C'est inné de l'être humain. C'est ça. L'amour pour l'harmonie et l'équilibre. Mais mon chéri, je m'arrête là parce que sinon on va continuer. On va juste regarder une petite vidéo pour bien comprendre comment c'est fait. Et puis comme ça, une belle vidéo en plus. Hop. Alors. Existe un lugar donde el hombre y la tierra convergen. Donde juntos son capaces de crear cosas maravillosas. Es ahí donde la conexión de la piel con la tierra da lugar a la magia, a un acto increíble de presenciar. Porque esas manos convierten con pasión un simple puño de tierra en una magnífica obra de arte. La misma pasión que ha trascendido de generación en generación. Aquí se trabaja firme, pero con delicadeza. Y una vez más, hombre y tierra crean juntos al pintar de 1000 colores la expresión en barro de la vida y la grandeza. Esa magia se vive en Mata Ortiz. Se vive en Chihuahua. C'est magnifique cette vidéo et puis on se rend vraiment compte de la patience qu'ils doivent avoir en fait pour faire une poterie comme ça. C'est long, c'est méticuleux, c'est vraiment impressionnant. Et très poétique, tu vois, là j'ai adoré dans la vidéo comment il parle de ce contact entre les mains et la terre pour créer une pièce. Tu vois, c'est très poétique. La vérité, elle est émouvante cette vidéo. Très jolie vidéo que tu as trouvée et peut-être c'est très paradoxal parce que tu vois l'inspiration de ces créateurs, artistes merveilleux de Mata Ortiz vient de notre culture précolombienne et aujourd'hui ils l'expliquent, ils la transmettent à travers de leur céramique, toujours l'influence là, mais avec une créativité véritablement incroyable. Et ça, c'est la chose avec l'artisanat. L'artisanat, d'une certaine manière, il va rester traditionnel, mais il va toujours aller vers une évolution, tu vois, vers les goûts du monde d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas que la céramique. Oui, est-ce qu'on n'irait pas dans le Chiapas, là, Anilou? Ben, on va aller dans les Chiapas, oui, parce que on a choisi vraiment vannerie céramique et il faut parler de textile, mon cher. Parce que en tant qu'artisanat utilitaire, les textiles sont indispensables. Et partout, là encore, partout, dans toutes les régions du Mexique, on a des différentes robes, différentes manières, de différentes broderies. On est exactement dans le sud du Mexique, dans l'état de Chiapas, à la frontière avec Guatemala et Belize. Et l'état de Chiapas, comme l'état de Oaxaca, c'est un des états dont la population est 80% indigène, 80% des peuples originaux. Et là, bien sûr, les femmes mayas ont conservé une manière très traditionnelle de broder d'abord
leur propre blus qu'on appelle huipil. Et ensuite, bien sûr, parce que le tourisme y est beaucoup dans l'état de Chiapas, elle nous offre toute cette toute cette gamme de différentes, par exemple, chemins des tables, petites tables individuelles, tout ça fait à la main dans une technique précolombienne qu'on appelle le métier de ceinture. Elles s'attachent à leur voilà, ici on voit parfaitement bien l'image, comment ils s'attachent à leur ceinture le métier, et de l'autre côté c'est attaché à une colonne, un bout de bois, et ils peuvent passer des heures et des heures à travailler ces tissus. Juste par exemple, pour que les gens se rendent compte, un chemin de table qu'on peut voir dans le fond, là, combien de temps on met pour faire ça à peu près? À peu près, hein, environ, écoute, moi je sais qu'elle travaille entre 6 et 8 heures par jour, comme vous voyez, assez à genoux comme ça. Wow. Elles vont travailler 6 à 8 heures par jour, et un chemin de table comme ce qu'on voit derrière va leur coûter environ une semaine de travail. Wow. C'est magnifique, en tout cas, toutes ces couleurs, mais c'est vrai que c'est du travail, hein, c'est impressionnant. Bueno, il faut dire qu'à l'origine, les Mayas, bien sûr, et comme tous les indigènes du Mexique précolombien, utilisaient les couleurs naturelles que la nature leur donnait, entre oxydes minéraux, fleurs, animaux. Mais aujourd'hui, avec les techniques modernes, pourquoi sommes privés? Je crois que vous vous êtes rendu compte déjà que nous sommes des aimants de couleurs, n'est-ce pas? Et donc, évidemment, plus c'est coloré, plus les contrastes sont forts, plus on va aimer. Toujours plus. Un petit côté kitsch qu'on adore au Mexique. Ah, c'est totalement kitsch. Non, pas un petit peu, c'est totalement kitsch. Absolument. Je ne personne, mais bon. Exact. Et puis, bueno, de Chiapas, on va voir les motifs que vous voyez là. Ce sont tous les motifs qui aussi sont précolombiens, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Ils gardent les motifs anciens, mais bon, ils vont utiliser les matériaux plus modernes, hein, comme des choses, peut-être même pas du coton 100%, mais maintenant, aujourd'hui, on utilise les mélanges de fibres acryliques, etc., pour travailler dans leur métier. Oui, ça s'adapte. Ok. Et donc, au niveau du textile, il y a d'autres régions aussi, non? Dans Mexico. Tu sais, je crois que cette conversation pourrait durer des heures et des heures si je vous montrais un peu. J'ai toute la journée. Ici, on va encore une fois à Oaxaca. La paradoxe, c'est que toute cette région du sud-sud-est du Mexique est une des régions les plus pauvres. Et peut-être qu'une des raisons, c'est parce que 80% de leur population est une population indigène. À Oaxaca, ce sont les Zapotecas Mixtecas. On a déjà parlé de la céramique, de la poterie noire. Maintenant, j'aimerais ici, à l'isthme de Tehuantepec, vous montrer une de mes brodeuses et des costumes folkloriques, enfin des costumes typiques que j'aime le mieux dans l'état de Oaxaca, c'est les tehuanas. C'est comme ça qu'on les appelle, regarde. C'est une belle image là que tu as trouvée exactement. D'abord, il faut vous dire, dans les costumes et les robes d'aujourd'hui typiques mexicaines, enfin folkloriques ou artisanales, il y a aussi un métissage. On ne peut pas le nier parce que les matériaux, par exemple, avant, on utilisait les cotons 100%. Aujourd'hui, et surtout depuis que les Espagnols sont arrivés avec leurs nouveaux tissus, etc., ici, la tehuana, elle va utiliser le velours noir. En plus, elle va broder avec des fils de soie. Tout ça, ce sont des matériaux que sont les Espagnols qui ont amenés en Amérique. Et l'anecdote extraordinaire de resplendor qu'elle porte sur la tête, c'est que les femmes indiennes de Oaxaca, elles aimaient beaucoup les blouses pleines de dentelles que les femmes espagnoles portaient. Et elles ont essayé d'imiter une blouse comme ça, seulement qu'elles ne savaient pas très bien la couper. Alors, au moment qu'elles ont cousu la blouse, elles ont voulu passer la blouse à travers de leur visage, mais c'est resté coincé comme ça. Autour de leur visage. Mais ça leur a plu, dis donc. Ça leur a plu d'avoir la dentelle tout autour de leur
visage et se garder comme ça, se rester comme ça. Elles mettent le resplendeur pour ça, c'est une manière de jouer pour grande fête, évidemment. Et il y a différentes manières. Comme ça s'appelle des robes favorites, des costumes, des broderies favorites. Ils vont prendre des mois à créer une robe comme ça, mon cher Augustin. Ouais, bah oui, c'est magnifique. D'ailleurs, je crois qu'on peut voir exactement les détails de cette broderie. Simplement pour faire une de ces fleurs, ça leur prend une semaine. Waouh! Tu vois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, bueno, ici, nous sommes, c'est d'autres femmes de Oaxaca. Oaxaca, c'est une région très large, très vaste, un état vraiment très riche en folklore et en couleurs. Et chaque village, imagine, chaque village de Oaxaca va avoir un costume typique différent. Wow. Tu vois, attends, il y a une festivité d'ailleurs à laquelle... J'ai juste une petite question avant la festivité. Oui. On me demande le type de robe que portait Frida Kahlo. Est-ce que c'était les robes de Tijuana? Oui, Tijuana, oui, parce que c'est la robe la plus typique de Oaxaca, mais Frida Kahlo faisait des combinaisons. Hein? Mais bien sûr que, par exemple, très connu avec le resplendor, ça c'est vraiment de Tehuanas. Et là, c'est le fille de Ixtepec, de Tuxtepec, Oaxaca. Regardez comment c'est joli. Elle porte des robes de différentes couleurs. Et laissez-moi vous dire, je vous disais, je vous invite à une célébration quand vous pourrez venir, quand tout ça sera fini. Au mois de juillet, la Guelaguetza, des populations des indigènes de cette région de Oaxaca arrivent à la capitale pour célébrer la grâce de la récolte. C'est un événement véritablement attractif qui attire énormément de monde et surtout parce que, comme vous pouvez le voir, les coloris est extraordinaire. Ça aussi, ce sont des robes. On a une petite vidéo, je crois, pour se rendre compte un petit peu. Donc là, c'est une vidéo sur la fleur de piña, donc l'ananas, c'est ça? Exactement, l'ananas. Buenas tardes, visitantes nacionales y extranjeros. Ya llegamos, Tuxtepec está presente. Bon, c'est vraiment magnifique tout ça et on nous demande c'est à quelle date exactement, Anilou? Oui, alors la Guelaguetza, Augustin et Marine, c'est en juillet, les trois premiers lundis du mois de juillet. Alors là, je vous dis, c'est vraiment attractif. Vraiment attractif parce que non seulement dans les théâtres qu'on a vus, mais partout dans les rues de Oaxaca, on voit les filles, les hommes habillés avec leurs costumes typiques. C'est véritablement joyeux et ça nous laisse remplis d'émotions. Oui, c'est magnifique. Il y a Véronique qui dit superbe, on a envie de voir ces danses. Bah, c'est vrai, de toute façon, on vous enverra à la fin des vidéos. Et puis, évidemment, vous êtes invités au Mexique dès que la situation sanitaire ira mieux dans le monde entier. Et du coup, pour finir avec le textile, on a une dernière région du coup on doit en parler en tout cas. Bueno, c'est surtout parce qu'à San Luis Potosí, dans les hauts plateaux centraux du Nord, dans la ville de Santa Maria del Rio, c'est là qu'on produit un des plus jolis éléments de vêtements d'une femme mexicaine, que ça ne peut pas manquer dans l'habillement d'une Mexicaine, c'est le rebozo.
Ah, Alors, bah, qu'est-ce que du coup, le c'est? rebozo, c'est les personnes ne connaissaient pas. Hein. Personne ne connaissait le rebozo. C'était dans Personne la ne connaissait le question du rebozo. Alors, début. Donc, voilà, qu'est-ce que on a, c'est? ben, ce sont des espèces de châles longs et larges, très jolis à Santa Maria del Rio. Regardez, on a non seulement des coloris extraordinaires, une qualité, tout ça, ça se fait aussi tissé à la main, hein, dans un métier de pédale, mais c'est manuel. Ah, Et c'est ça, là. regardez, c'est ça. Bueno, là, ils sont en train de séparer le fil de soie, parce que c'est ça, la caractéristique des rebozos de Saint Louis, c'est qu'elle se fait en soie. Et évidemment, c'est pas donné non plus. Mais c'est quelque chose de véritablement indispensable. Les femmes mexicaines, bueno, plus modernes, non, mais nos grand-mères, elles ont toutes porté un rebozo, non? C'est là, par exemple, où on peut aussi porter les bébés. Hein? On Ah les oui, voit toujours avec les bébés au dos, et ben elles utilisent les rebozos pour s'attacher et mettre leur bébé au dos. Donc, il fallait parler des rebozos parce que ça fait partie véritablement de notre culture. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, il y a des gens qui utilisent les rebozos pour se faire des robes ou la manière de le mettre d'une manière beaucoup plus moderne. oui, C'est très joli. ça s'adapte à la vie moderne et contemporaine. Et c'est vrai que c'est très Exactement. beau. Et donc, du coup, on a fini un petit peu avec l'artisanat utilitaire. Est-ce qu'on passerait pas à l'artisanat au service de la spiritualité, Anil? Où est-ce que tu vas nous emmener et de quoi tu vas nous parler? Bueno, effectivement, l'artisanat au service de la spiritualité, parce que c'est les hommes qui vont créer toujours à partir de leurs pensées et cosmovision différents éléments qui nous attirent énormément. Ici, on va aller, bueno, on commence par Mexico, aux alentours de Mexico, l'État de Mexico, à la ville de Metepec. C'est là où on a un élément qui est très joli, très attractif. On les appelle les arbres de la vie. Il faut que je vous explique les arbres de la vie. Alors là, juste du coup, pour situer, là, on est dans le musée d'art populaire de Mexico City. Et donc, c'était une ancienne caserne de pompiers. C'est dans le centre-ville de Mexico City. Et donc, là, on a un arbre de la vie sur l'artisanat. Alors, dis-nous tout, Anilou, là-dessus. Originellement, c'est une manière d'artisanat précolombienne. On faisait les structures d'un arbre et les sujets des éléments des figurines d'argile qu'on était là-dedans. C'était relationné avec les divinités précolombiennes. Mais bon, quand les Espagnols sont arrivés, ils nous ont conquis, ils ont essayé de tout effacer, mais par exemple, ça leur a plu. Alors, ils ont simplement demandé aux artisans qu'au lieu de mettre une figure de Tlaloc ou de n'importe quelle divinité antérieure, mettre, je ne sais pas, les Genèses ou quelque chose de catholique. Alors, chaque arbre de la vie va avoir un sujet. Par exemple, celui que nous sommes en train de voir qui se trouve au musée d'art populaire, c'est un arbre de la vie dédié à l'artisanat mexicain. Donc, dans chaque petit étagère, à part toutes les fleurs que vous voyez, il y a des artisans. Regardez, il y a des objets d'artisanat, par exemple, regardez les poupées de tissus. Ici, on a de l'état de Oaxaca, les petites sirènes. Ici, de l'état de Michoacán, les petites poteries vertes. On a même, si on monte un tout petit peu plus haut, la talavera, on a le papier à mat, qui est l'écorce on fait des peintures sur l'écorce d'un arbre, les ponchos, les sarapes, bueno, infini, c'est les sujets. C'est pendant cet arbre de la vie pour que vous le voyez. Hein. C'est très marrant parce que au sommet de l'arbre de la vie sur l'artisanat, il y a un arbre de la vie. Ah, donc il y a un arbre de la vie. Dans l'arbre de la vie, ça ne s'arrête plus. Et il est très grand celui-là. Mais du coup, je crois qu'il y en a un peu de toutes les tailles. Et puis vraiment sur tout, j'ai vu qu'il y avait un arbre de la vie sur Frida Kahlo aussi. Ah, tous les sujets, hein, tous les sujets. Ça me fait très plaisir parce que comme ils sont tellement appréciés, là encore, c'est encore une autre de nos artisanats qui je crois, qui a la juste valeur. Ceci dit, c'est pas donné.
Mais c'est vraiment la juste valeur parce que c'est un travail de fou, non? Bah, c'est un travail de titan, là, j'ai l'impression. Comme je vous dis, c'est inspiré par cette vision, cosmovision. De cette manière comme ça, on a d'autres éléments qui sont aujourd'hui très célèbres grâce à Hollywood, grâce à James Bond, non? Et à comment ça s'appelle, Coco, qui est un Coco. film qui a été très nominé, non, dans les Oscars. On a des images des produits qui sont, voilà, je vais vous en parler d'ici à la ville de Mexico et puis aussi à Oaxaca, encore une fois, on retourne à Oaxaca. Encore Oaxaca, on en entend beaucoup parler de Oaxaca aujourd'hui. Ouais, mais ça, il faut y aller, là. Je vous parle des alebrijes. Alebrijes, c'est à l'origine les noms qu'on a donnés à des figures en papier mâché qu'un artisan de la ville de Mexico, qui s'appelait Linares, Pedro Linares Lopez, il était malade, il a eu des rêves, et dans ses rêves, il a vu des animaux fantastiques, moitié une chose, moitié l'autre, et donc de son imagination, il a commencé à les faire, et comme vous pouvez voir, ça a beaucoup plu. Ça, je vous parle ça depuis les années 80, qu'il a commencé à créer ces alebrijes. Le terme alebrijes vient de lui, de son rêve. Mais il y a une chose assez intéressante, tu vois, parce que je crois que voilà, on a des alebrijes imaginaires, un peu fantastiques, mais en même temps, et depuis la période précolombienne, depuis Belle Lurette, à l'état de Oaxaca, il y a des villes autour de la ville même de la capitale, dont les artisans se dédient à peindre et à créer des figurines en bois. Regarde ça si c'est pas joli. Ça, c'est un taureau taillé en bois de l'arbre de copal. Et ensuite, toutes les couleurs et les symboles que nous voyons là, ce sont des couleurs et des symboles précolombiens, mais qui attirent beaucoup l'attention. Alors, nous savons par un antonomasie nommer aussi ces petites figurines colorées alebrijes. Tu vois. Du coup, j'ai une petite question de Véronique qui dit qu'est-ce que ça veut dire alebrijes exactement? C'est un nom inventé. Ça n'a pas véritablement une signification, ça vient d'aucune langue. Ça a été inventé par Pedro Linares. Il a dit que ces figures fantastiques, c'est des alebrijes, tu vois. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, l'image qu'on a vue tout à l'heure dans la ville de Mexico, c'est que à la proximité de la Toussaint, à la fin du mois d'octobre, on a un défilé de grandes figures d'alebrijes géants qui viennent à la ville de Mexico, qui se promènent voilà, ça c'est l'avenue Reforma de Mexico, une des plus belles avenues de la ville de Mexico. Et à peu près à la fin du mois d'octobre, on a ce défilé d'alebrijes géants. Et j'ai une petite question aussi, c'est les alebrijes, du coup, ça représente juste des animaux fantastiques, c'est ça? C'est des animaux inventés de l'imagination des créateurs. Aujourd'hui, beaucoup de monde en fait. Mais, par exemple, les alebrijes de Oaxaca, non. Les alebrijes de Oaxaca, ceux qui sont faits de petits animaux en bois, viennent d'une croyance comme quoi chaque être humain a un gardien spirituel, un nahual, qui va veiller sur lui. Non? Et donc, ils vont créer les animaux très colorés, très jolis, pleins de symboles, mais dans l'idée que c'est notre gardien spirituel, tu vois. D'accord. Et donc, du coup, la différence donc, entre Mexico et Oaxaca, donc les alebrijes de Oaxaca, ils sont en bois et c'est des animaux mais colorés. Et les alebrijes de Mexico, ils sont en papier mâché. Et là, on est plus sur des animaux fantastiques qui sortent vraiment d'un imaginaire. Voilà, tu as tout bien expliqué parfaitement. Merci. J'ai bien suivi, 20 sur 20. Merci beaucoup. Et du coup, à cette période, Anilou, il y a fin octobre, il y a un autre événement important à Mexico, non? Ben oui,
nous ne pouvons ne pas parler de notre célébration de fête des morts, qui est issue de, encore une fois, le syncrétisme des croyances précolombiennes avec le catholicisme que les Espagnols nous ont amené. Il faut dire qu'ici au Mexique, on est très ancré de nos traditions et l'Église catholique mexicaine, et tu vois, elle s'est fait un peu la grosse oreille, comme si la Vierge lui parlait parce qu'elle n'a pas fait attention, elle nous a laissé faire et on a conservé une tradition qui pourrait être considérée païenne ailleurs. Lors de la Toussaint, le 1er et le 2 novembre, tous les squelettes comme voilà, c'est un tout petit peu cette manière pour nous de représenter nos ancêtres aïeuls morts. Et je crois que de ce côté-là, tu vois, il n'y a pas meilleure manière de comprendre que de voir le film Coco. Alors, on n'a qu'à regarder un petit extrait de Coco. Oui, comme ça, on va être plongé dans l'univers de Coco. Donc ça, c'est un dessin animé Pixar qui est sorti il y a 2 ans, je crois, et qui a vraiment eu un grand succès, qui nous plonge dans cette période de la fête des morts qui est au Mexique. C'est quelque chose d'incroyable. Et moi, je vous laisse regarder et puis on en reparle juste après. Ici. C'est en espagnol, là, mais vous allez voir. Oui, c'est en espagnol, c'est ça. Juste, du coup, tu peux nous dire, pour nous donner un petit peu le contexte de la vidéo, Anelou? Oui, c'est justement, bon, il s'agit de cet enfant qui va traverser de son monde à l'inframonde, où elle va pouvoir être en relation avec ses ancêtres, sa famille, et donc dans la croyance, et lui, il est comme un être humain, mais il va voir à tous ses ancêtres morts en tant que squelette. Tu vois? Et donc là, il est dans le cimetière et il va rencontrer sa famille. Regardez. Regarde ça. Más grande cada día. ¿Dante? ¿Tú sí me ves? ¡No corras! ¿Qué tienes? ¡Dante! ¡Dante! ¡Ay, perdón! ¡Lo lamento! ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Estás aquí? ¿Aquí? ¿Y puedes vernos? ¡Nuestro Miguelititito! Dime de dónde te conozco. Somos tu familia, mijo. ¿Tía Rosita? Sí. ¿Papá Julio? Hola. ¿Tía Victoria? No creo que esté muerto del todo. Y no está con vida del todo. Hay que decirle a mamá Imelda. Ella lo resolverá. ¡Es mamá Imelda! ¡No logró cruzar! ¡Se atoró en el otro lado! ¿Tío Oscar? ¿Tío Felipe? ¡Ah! ¡Hola, Miguel! Algo me dice que tienes que ver con todo esto. Pero si mamá Imelda ya no vendrá aquí. Entonces iremos con ella. ¡Ay! ¡Vámonos! Alors, vous voyez là, on voit le pont fait avec les pétales de Oyedande, qui est le pont qui va unir l'inframonde avec le monde terrénal. Ça, c'est vrai, c'est très joli. Mais je crois que de cette manière, vous avez compris pourquoi au Mexique, on voit partout des squelettes. Des squelettes habillés. Non. Et attends, juste pour le film, j'ai une question intéressante là de Raphaël. Le film Coco est-il respectueux de la tradition? Est-il apprécié par les Mexicains? Absolument. Laisse-moi te dire, Raphaël, Coco a été exhibé dans le cinéma mexicain 3 mois avant que partout dans le monde. Les créateurs, les producteurs de Pixar, ils étaient non seulement très respectueux, mais aussi très désirants de voir notre réaction. Et ça a eu un succès fou. Laissez-moi vous dire, tout le monde pleure dans ces films-là, surtout nous autres, les Mexicains. On vous le conseille vraiment, pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais. C'est totalement respectueux et c'est véritablement vrai, quoi.
Voilà les têtes de mort en sucre, parce que c'est ça, nous on rigole de la mort, on fait énormément de choses, on les mange, il y a en chocolat, en sucre, mais il y a aussi en céramique, de toutes les couleurs, de toutes les manières. Bon, être kitsch aussi, parce que comme on disait, n'est-ce pas, n'est-ce pas que Ouais, c'est voilà. que le kitsch. Là, on est dans Ça, le kitsch total. Mais c'est vrai que bizarrement, la fête de la mort, en fait, enfin, si je peux me permettre, c'est quand même beaucoup plus vivant que la Toussaint en France. Ici, c'est vraiment une fête, alors que la Toussaint en France, c'est pas du tout le même contexte. Et c'est vraiment quelque chose à vivre. Donc, je vous le conseille vraiment fin octobre de venir au Mexique. Et donc, pour finir sur la spiritualité, il y a un peuple dont tu vas nous parler, Anilou, qui a une spiritualité vraiment très intéressante dont on devait parler. Absolument. Oui, non, parce que nous ne pouvons. Moi, je ne pouvais pas parler de l'artisanat mexicain sans parler des huicholes, le peuple de Wirikuta. C'est une petite communauté indigène qui se trouve dans l'ouest du Mexique, à l'état de Nayarit, l'état de Colima, un peu Jalisco. Et eux, ce sont un peuple qui garde encore très, très ancré leur tradition, mais leur tradition précolombienne avec une cosmovision totalement unie à la nature. C'est eux qui vont au dessert amener à la recherche du peyote. Ça, c'est quoi le peyote? Ta génération ne la connaît pas, mon chéri, mais demande aux hippies des années 60 et tu verras. Le peyote, c'est un cactus qui produit, quand tu la consommes, des hallucinations. À l'époque, on disait les voyages sidéraux, psychodéliques, mais pour les huichols, ce n'est pas une blague, ni une addiction, ni rien de tout ça. C'est une cérémonie très importante qu'une fois par an, ils réalisent un pèlerinage dans le désert, ils trouvent le peyote, ils le consomment dans une soupe, parce que c'est comme ça qu'ils vont être en contact dans un deuxième état de conscience alterne, en contact avec leur divinité. Donc là, l'homme qu'on voit sur la photo, il part à la recherche de peyote, c'est ça? Je pense que oui, là tu vois, on a une image extraordinaire faite dans un tapis avec les fils de laine. C'est le chaman, alors ici je suis avec ma flèche, le chaman Huichol. Rappelez-vous que la société précolombienne est une société chamanique. Ils vont tout vénérer, tous les éléments qui sont autour de leur entourage. Par exemple, les scorpions. Ici, on voit le peyote. Cette image, cette figure-là qu'on voit partout dans leur artisanat, ici aussi, c'est la fleur du peyote. Mais on a les serpents, on a les cerfs, on a les montagnes, les aigles, évidemment les astres, la lune, le soleil, partout. C'est véritablement une chose très, très spirituelle. Et eux, ils vont créer un art qui sera définitivement unique, avec, par exemple, là, on voit une taille de jaguar, une tête de jaguar taillée en bois, sur lesquelles ils vont coller les petites billes de verre de toutes les couleurs. Mais chaque élément que vous voyez là, ne croyez pas que c'est la décoration pour la décoration ou les couleurs pour les couleurs. Non. Chaque élément a un symbole, a une signification. Et déjà, je crois que rien que le jaguar en lui-même, la tête de jaguar, et le jaguar a un symbole dans la religion maya, non? Ah, chez les Mayas, bien sûr, mais parce que c'est là où c'était là l'habitat des jaguars, tu vois, les bolums, et totalement, les bolums est totalement l'animal suprême de l'inframonde. Ça va se transmettre partout dans la culture précolombienne. Mais ici, les huicholes, en plus, ils l'utilisent avec leur symbologie. Ils utilisent tout un tas de différents éléments. D'ailleurs, je crois que nous n'avions pas une petite question, mon cher Augustin. Oui, on a une petite question. C'est une petite question pour que vous participez. Donc là, vous avez vu un peu l'art huichol. Et donc, du coup, la petite question, donc, on disait aussi que l'artisanat s'adapte aussi à son monde moderne et contemporain. Donc, à votre avis, sur quel objet moderne les huicholes ont-ils effectué une intervention artistique? Est-ce que c'est sur une machine à laver, une voiture de Formule 1, un ordinateur portable ou une moto? Donc ça, c'est vraiment une petite question, voilà, pour nous faire participer, puis voilà.
Vous aurez la réponse juste après. Je vous laisse 2 petites secondes pour répondre. Mais du coup, c'est ça, c'est l'art Huichol. En fait, on parle vraiment des petites perles qui sont collées une par une sur la tête de jaguar comme on a vu auparavant ou autre chose, c'est ça? Ah, c'est absolu. Laisse-moi te dire, en plus, ça prend un temps fou à créer une pièce Huichol. Là, c'est par exemple une de mes bagarres, parce que quand j'amène toujours des touristes dans les marchés d'artisanat, ils veulent marchander sur une pièce dans laquelle l'artiste a laissé ses yeux et beaucoup, beaucoup d'heures. Ça m'énerve un peu, tu vois. Moi, j'ai bagarre de ce côté-là. J'ai fait une grande promotion pour l'artisanat et j'essaye que tous mes touristes apprécient. Et s'ils aiment, qu'ils payent. Oui, puis on a vu que voilà, donc c'était quand même des journées de travail et de travail difficile, physique. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup l'idée, mon cher Augustin, que comme ils voient que ce sont des gringos, ils vont me faire demander plus cher que si c'était un Mexicain. Mm-hmm. Il est peut-être vrai. Je ne nie pas que c'est peut-être une vérité. Quand ils voient que vous êtes des étrangers, ils vont vous donner un prix plus élevé que quand c'est un Mexicain. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, que je pose toujours, c'est qu'est-ce que vous avez à faire? Ce sont 20 pesos de plus ou 30 pesos de plus. Pour eux, 30 pesos, ça signifie une journée pour alimenter sa famille avec 3-4 kilos de tortillas. Si pour nous, les prix qu'ils nous offrent, c'est un prix raisonnable et la pièce qui nous plaît, sacré bleu, payez, ne marchandez pas. Ici, ce n'est pas une question ce n'est pas un jeu comme un peu chez les Marocains ou en Égypte où il faut absolument marchander. Au Moyen-Orient, voilà, c'est vraiment dans la culture de négocier. Ici, c'est pas ça. En tout cas, merci pour ton message, Anne-Lilou. Je pense que tout le monde l'a compris. Donc, quand vous viendrez au Mexique, on ne négocie pas avec l'artisanat. Et donc, alors, on partage les résultats, Nilo. Donc, voilà, c'était absolument. Donc, vous avez… C'est très bien. Je crois qu'il y en a qui ont compris, qui l'ont déjà vu. Hein. Une moto, un ordinateur portable. Écoutez, non, c'est sur une voiture de Formule 1. Depuis que la Formule 1 est retournée au Mexique, la AFI, l'association de Formule 1, a demandé aux artistes Huichol d'intervenir une vieille voiture de Formule 1. Et les voilà. C'est extraordinaire, regardez, parce que je ne sais pas combien de temps ça leur a pris. Hein, mais il y a tous les symboles qu'ils utilisent quotidiennement, mais ils n'ont pas manqué aussi de mettre, tu vois, les 2 drapeaux là, les drapeaux de la Formule 1. C'est impressionnant hein, de s'adapter comme ça et de garder la tradition tout en s'adaptant au monde contemporain. Moi, je trouve ça fantastique. Il y a une autre petite voiture aussi qu'ils ont fait, celle-là, je l'adore. Oui. Absolument. Écoutez, c'est un clin d'œil, bien sûr, parce que nous, on ne va jamais acheter une coccinelle intervenue avec les Huicholes. Un petit clin d'œil pour simplement vous dire l'art de ces artistes est véritablement mis en valeur quand il y a des mentalités ouvertes qui leur permettent de faire des interventions comme celle-ci. D'ailleurs, pour ceux qui sont à Paris, je vous conseille un jour vous promener dans les au métro Palais Royal, passer dans les couloirs du Palais Royal au carrousel du Louvre, et là vous allez voir une des plus belles peintures, enfin c'est pas une peinture murale, c'est un mural Huichol. Il y a un artiste Huichol qui est allé en France le faire, et ça c'est parce que il y a une grande relation entre la RATP et le métro du Mexique. Tu vois, donc la RATP a offert, par exemple, une véritable entrée des métros à Mexico, à la ville de Mexico. Je veux dire une véritable entrée des métros parisiens. Oui, et on l'a à la ville de Mexico, Mexico, je crois, ouais. Oui, à Bellas Artes. Et de l'autre côté, donc, nous, le Mexique a donc envoyé cet artiste Huichol pour qu'il puisse embellir un des couloirs de métro de Paris. Non, allez-y voir, vous allez voir, c'est intéressant. Quand les stations de métro auront rouvert, allez-y. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Anne-Lilou. C'était vraiment passionnant.
Et c'est vrai que voilà, donc on a parlé de l'artisanat, donc aussi de l'influence, des échanges. On a parlé de beaucoup de choses. Il y a aussi au niveau de la mode, non? Il y a beaucoup d'influence. On ne peut pas nier l'influence évidemment de Frida Kahlo. Ici, nous avons quelques exemples de créateurs qui s'inspirent de la vie, de l'œuvre, de la reconnaissance de Frida Kahlo pour en faire ses créations. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas seulement Frida Kahlo, les grands créateurs Dolce Gabbana. Du monde. Ça, c'est Dolce Gabbana. Regardez si c'est pas kitsch à mourir comme nous. C'est kitsch, mais c'est magnifique. Enfin, moi j'adore. C'est vraiment très beau. Absolument. Donc, il y a Dolce Gabbana, que je vous dis, Monsieur Gabbana, il est venu déjà au moins 2 fois au Mexique. Il s'inspire un peu pour ses collections, ce qui est très bien, parce que ça nous fait, pendant qu'ils reconnaissent que c'est une inspiration mexicaine, il n'y a pas de problème, non? Il y a, je crois aussi, Monsieur Gaultier, Monsieur Jean-Paul Gaultier, il a fait, voilà, ici on a une de ses créations, mais il s'est inspiré aussi dans les robes de Frida Kahlo. Et ici, on voit le catch, qui est un sport très populaire au Mexique. Et Gaultier, bien sûr, Gaultier, j'adore Jean-Paul Gaultier. Évidemment que on va jamais mettre une masque comme ça, n'est-ce pas? Ça ne nous servirait pas pour prévenir les COVID-19. Le catch, ça s'appelle la lucha libre, c'est ça? C'est ça. Le catch, c'est la lucha libre et c'est un sport très, très, très célébré ici au Mexique, très populaire. Ouais. C'est quelque chose à vivre aussi, hein, pour quand vous viendrez. Mais on pourrait faire d'ailleurs une visite virtuelle juste sur la lucha libre. Ça pourrait être intéressant parce que c'est vrai que c'est très spécial. En tout cas, c'est à recommander aussi si vous venez à Mexico City de voir un match de lucha libre. C'est vraiment impressionnant. Laissez-moi vous dire, c'est un cirque, mais c'est un cirque très bien mené. Et les Mexicains qui sont très, très fanatiques de la lucha libre, ils y vont pour se défouler. Hein, parce que déjà on est scandaleux, on a la voix forte, on crie tout le temps. Mais alors, à la lucha libre, c'est la folie, ils se défoulent, exactement. Bon, et Agnello, est-ce qu'on ne poserait pas des petites questions de fin là pour voir si les gens ont bien suivi? Absolument, voir si vous avez fait attention. Et après, n'hésitez pas, on va passer à la session questions où ce sera des questions ouvertes et vous pourrez nous poser toutes les questions, enfin nous poser à Agnello surtout, toutes les questions que vous vous serez posées. Alors, la première, comment s'appelle la figure en papier mâché ou en bois qui représente un animal fantastique? Est-ce que ce sont les calaveras, le rebozo, les alebrijes, tu vois, j'ai encore eu du mal, ou le huipil? Ensuite, d'où vient la poterie noire? Est-ce que ça vient de Cocoyoc? Est-ce que ça vient de Manialtepec? Est-ce que ça vient de Tultepec? Est-ce que ça vient de Coyotepec? Est-ce que là, loin? Là, c'est un peu vache parce que, oui, ça ressemble un peu, là. C'est les noms mexicains, hein, c'est les noms mexicains. Et la troisième, mon chéri. Quel est le peuple qui continue à préserver ses traditions et qui le montre à travers son artisanat? Est-ce que ce sont les Nahuas, les Huicholes, les Mixtèques ou les Otomis? Donc, on va laisser un petit peu de temps pour répondre parce qu'en plus, là, elles sont de plus en plus difficiles, nos questions. Je vois, oui, mais… Je vois. Mais bon, après, les gens nous suivent beaucoup. Donc, du coup, plus ils nous suivent, plus ils ont de connaissances. Donc, c'est normal que le niveau augmente aussi, non? D'accord. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, je vous laisse encore quelques petites secondes pour voter pour voilà, ces 3 petites questions. En tout cas, merci beaucoup, Agnello. C'était encore une visite passionnante, vraiment. Enfin, on en a eu plein les yeux. Vraiment, c'est vraiment super. N'hésitez pas à préparer vos petites questions. Et il y a Patricia qui demande, après celle de demain, c'est vraiment terminé les visites? Bah, écoutez, merci pour la question. En fait, on est en train de voir. C'est vrai qu'il y a le déconfinement, donc voilà, il y en aura peut-être moins, mais voilà, je pense que on verra bien. C'est pas un nom catégorique, c'est un nom avec 3 points d'interrogation. Voilà, point de suspension, point d'interrogation, suspense. Bon, allez, fin du vote. Est-ce qu'on a, voilà.
les réponses. Les résultats. Alors, Ok. Donc, la majorité a répondu alebrijes. Et bien sûr, j'en suis très contente. Effectivement. Les alebrijes, c'est cette image, c'est cette figure d'animal très colorée. Ça peut être en bois, ça peut être en papier mâché. Des fois, ce sont des animaux très fantastiques qui n'existent vraiment pas dans la réalité. Et dans d'autres occasions, c'est de vrais animaux. Par exemple, dans le film Coco Dante, le chien nu qui se transforme en alebrije, le guide spirituel, c'est totalement la pensée oaxaqueña. Donc, félicitations. Bravo. Ah, donc, la deuxième. C'était quoi la deuxième? D'où vient la poterie noire? Avec les noms difficiles, mais regarde, ils s'en sont bien sortis. Hein. Oh, bravo. Je disais que c'était quand même un peu vache comme question parce que entre Cocoyoc et Coyotepec, ou mais tu vois, ils sont forts, nos amis, là. Ils nous ont bien suivis. Ils sont forts, bravo. San Bartolo, Coyotepec. Je crois que j'ai bien remarqué ça pour que vous vous rappeliez. Et la dernière question? Les peuples qui continuent à observer ces traditions, ben c'est dont on vient de parler. Et évidemment, la majorité a répondu les huicholes. Mais ceux qui ont répondu les nahuas, les mixtèques ou les otomis, laissez-moi vous dire une chose. Vous aviez raison aussi, parce que même si on n'en a pas parlé vraiment d'eux, tous les peuples indigènes mexicains continuent à préserver une partie de leurs traditions. Ils les adaptent bien sûr à la ville moderne. C'est un syncrétisme total dans lequel on vit ici au Mexique. Ouais. Et effectivement, ça se transmet, ça se voit à travers les œuvres, l'artisanat qu'ils font. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, est-ce qu'on a des questions? Donc, il y a des gens qui commencent à écrire là. Donc je pense qu'on va en avoir quelques-unes. Alors, du coup, là, il y a déjà les gens qui te remercient. Merci. Ah, merci, bien sûr. J'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin parce que comme Augustin, il adore toujours finir avec une belle chanson. Et franchement, je crois qu'il a choisi une des plus belles expressions une des chansons de la fête des morts qui est très connue, La Llorona, mais cette fois-ci interprétée par un groupe d'enfants nahuatl. Et donc, s'il vous plaît, on va en parler juste après, mais c'est vrai restez à la fin pour voir ça. Alors, une petite question, un lien entre l'utilisation du peyoté et les alebrijes. Ça se pourrait. Bueno, je vais te dire, tu as raison d'un côté. Les alebrijes de Oaxaca, cet animal spirituel dans leur croyance, effectivement, les Zapotèques, ils sont sûrs que chaque être humain a avec lui un guide spirituel. Et c'est un animal, généralement. Alors, à Oaxaca, même si à Oaxaca, ils ne consomment pas, les Zapotèques ne consomment pas les peyotés, ils consomment quand même des champignons hallucinogènes, tu vois. Et, attendez, c'est pour la même raison que les peyotés. Seulement qu'à Oaxaca, durant très longtemps, ça a été interdit et c'était plutôt clandestin. Mais dans les années 60, il y a eu même tous des grands artistes américains qui sont venus à Oaxaca pour goûter cette fameuse soupe aux champignons qui est différente du peyoté, mais qui a les mêmes effets, tu vois. Donc, mais de l'autre côté, les huichols qui consomment le peyote, oui, bien sûr que à partir de leur vision dans ces voyages sidéraux qu'ils font, ils doivent exprimer ce qu'ils voient à travers l'art. Tu vois, par exemple, le bracelet que je porte, c'est un bracelet huichol et la fleur que vous voyez là, c'est la fleur du peyote. Ah, bah voilà. Oui, tu vois, oui, la réponse peut être oui, mais pas avec les alebrijes, mais avec les artisans. Et d'ailleurs, tu parles de ton bracelet, mais il y avait une question tout à l'heure, on te demandait d'où venait ta tunique. Ah, elle est belle, hein? Oh, c'est Oaxaca. Oaxaca, okay. C'est une blouse de la ville de la zone mixteca des montagnes de Oaxaca. Hein? D'accord. Alors, San Juan ou Santa Maria Tlatigualtepec. On a une autre petite question. Y a-t-il un type d'artisanat fait à partir de sable au Mexique?
Oui, mais non, bien sûr, tous les peuples qui habitent au bord de la mer s'amusent à faire ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus perfectionné et d'une manière assez intéressante à l'état de Veracruz, à la côte du golfe du Mexique. On en a, ils doivent coller le sable avec une gomme quelconque, c'est des sculptures. Et puis du côté de la mer des Caraïbes, parce que le sable de la mer des Caraïbes est blanche extraordinaire, là on fait, avec des moules, on fait des images, par exemple, des divinités mayas, différentes choses. Mais si, le sable des Caraïbes, c'est un rêve, c'est comme de la poudre blanche. Ouais, bah oui, bah les plages des Caraïbes, de toute façon, c'est assez incroyable. Hein. Ça, ce sera quand il y aura plus ce coronavirus, je vous conseille aussi de visiter ces plages parce qu'elles sont magnifiques. Alors, il y a Bruno qui nous dit bravo Anilou, votre visite a été passionnante. Nous, on n'aime pas Jean-Paul Gaultier, mais on vous. Il y en a pour tous les goûts, de toute façon. Hop. Alors, j'ai une autre petite question de Corinne. Les tapis sont-ils faits avec des matières naturelles, tu sais, comme les poteries dont on parlait au début? Bueno, il y a des deux sortes, effectivement. Par exemple, celui que j'ai derrière moi, hein, c'est un sarape de Saltillo. C'est fait avec de la laine et les couleurs ne sont pas naturelles aujourd'hui. Hein. Mais dans d'autres endroits, il y a beaucoup d'autres endroits où on fait des tapis en laine et qui se colorent d'une manière naturelle. Mais tu comprends, Corinne, c'était impossible de vous montrer toutes les différentes choses qu'on arrive à faire. Encore une fois, l'État de Oaxaca, par exemple, il y a une ville qui s'appelle Teotitlán del Valle et qui est spécialiste à faire des tapis en laine. Et là, ils utilisent des couleurs naturelles. Et c'est vraiment très intéressant d'y aller parce qu'ils nous font une démonstration d'où ils sortent toutes les couleurs. Il y a des couleurs animaux, des couleurs végétaux, des couleurs des oxydes minéraux, enfin, etc., etc. Oui, c'est vrai, on a dû faire des choix, hein, comme on l'avait dit, on l'avait dit au début. Bon, écoute, je crois qu'il n'y a plus trop de questions. Moi, je voulais juste te remercier, Anilou. Vraiment, merci beaucoup. C'est un plaisir à chaque fois de faire des visites avec toi. Voilà, c'est vraiment super. C'est plein de vie. C'est intéressant, c'est passionnant. Et merci aussi à toute l'équipe Mexico, évidemment à Alexia, donc qui est malheureusement pas là aujourd'hui. Mais on pense bien à elle et puis vraiment à toute l'équipe sans qui ce serait pas possible. Donc vraiment merci beaucoup à tous et du coup on a on voit la vidéo. On a une petite vidéo. Est-ce que tu peux juste nous parler de cette vidéo? Vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elle est magnifique. Enfin, moi j'ai eu la larme aux yeux quand j'ai vu pour la première fois. Dis-nous-en un peu plus, Anilou. Ok, d'abord, c'est parce qu'on a parlé de la fête des morts et donc la chanson qu'on a choisie s'appelle La Llorona. La Llorona parle d'une femme qui est morte, qui a perdu ses enfants et qui dans la vie, entre la vie et la mort, elle est restée à pleurer pour ses enfants. Cette vidéo particulièrement est très jolie parce que les groupes, les chœurs qui les chantent, ce sont des enfants nahuatl. Nahuatl, c'est la deuxième langue plus importante parlée au Mexique après l'espagnol. Plus de 5 millions de parlants de nahuatl. C'est la langue qui parlaient les Aztèques et qu'aujourd'hui, c'est une langue très vivante et qu'au contraire, avec les efforts de tous les experts, les gouvernements, on essaye de maintenir et vous allez voir donc cette combinaison, la langue nahuatl, la tradition de la fête des morts parce que ces jeunes filles sont dans un cimetière. Vous allez voir l'oeil d'Inde del cempasúchil qui est la fleur des morts. La fleur orange qu'on voyait dans le film Coco. Oui, la fleur orange qu'on voit dans le film Coco. Et puis, après, les voix de ces jeunes filles, c'est véritablement extraordinaire. Donc, profitez-en et je profite, moi, pour vous dire merci de tout mon cœur. Ça a été un plaisir savoir que vous êtes là. J'ai fait un bisou spécial à Nathalie et à tout le monde.
c'est extraordinaire, ces moyens modernes qui me font vous contacter, vous voir, être avec vous. Bueno, plutôt vous me voyez moi, mais ça m'émoue beaucoup de savoir que vous êtes connectés, que vous êtes là-bas en France et moi ici au Mexique. Merci beaucoup, Annie Lou. Merci à tous et bonne vidéo du coup.